À la une de l'actualité, élection du 22 novembre dernier, l'alliance de l'opposition serait-elle en train de voler en éclats quand certains partis vont féliciter le président réélu provisoirement, d'autres comme le CDP se tairent dans un silence total, un silence brisé cet après-midi. Le CDP abandonne les recours auprès du Conseil constitutionnel à propos de la présidentielle. Que s'est-il passé? Élément de réponse dans ce journal. Dans ce journal également, coup de projecteur sur la stratégie gagnante du candidat du MPP à cette présidentielle. Près de 58% des suffrages exprimés. Qu'est-ce qui a favorisé le candidat Roch-Marc Christian Kaboré? Comment a-t-il construit sa victoire en dépit de l'adversité dans laquelle il a gouverné ces 5 dernières années? Toutes les réponses dans quelques instants. Puis la chronique économie de ce lundi qui s'intéresse à une pratique qui fait perdre des milliards de francs CFA au Burkina Faso. La fausse facturation fait perdre à l'État plus de 288 milliards de francs CFA par an. Quels sont les domaines concernés? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver mesdames et messieurs. Sa réaction était très attendue, c'est l'un des candidats majeurs qui n'a pas encore félicité officiellement le président déclaré vainqueur provisoirement. Edi Komboyogo et son parti sont sortis de leur réserve ce 30 novembre. Dans la foulée, ils annoncent avoir abandonné les recours auprès du Conseil constitutionnel. Mais il précise, l'abandon ne concerne que la présidentielle. Quant aux législatives, des recours seront bel et bien déposés. Roméo Koïta. En l'absence du président du parti, Edi Komboyogo, arrivé deuxième à la présidentielle, c'est le directeur de campagne nationale qui donne le ton. Et le message est on ne peut plus clair. Pour le CDP, les résultats des élections couplées ne sont pas crédibles, au regard d'innombrables irrégularités qui ont émaillé le scrutin. De la modification irrégulière et unilatérale de la cartographie des bureaux de vote par la CENI, en passant par l'ouverture tardive ou non de certains bureaux de vote, au transfert d'urnes pour dépouillement hors des sites du scrutin, le Congrès pour la démocratie et le progrès estime que les élections n'étaient pas transparentes. La CENI, par la voix de son président, a reconnu que des irrégularités ont émaillé le scrutin, mais sans en déduire de conséquences sur les résultats. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, en conclut que la sincérité du scrutin du 22 novembre 2020 est sérieusement entamée et jette un discrédit sur les résultats proclamés. En conséquence, le parti, qui est désormais crédité de 20 députés à l'Assemblée nationale, compte faire un recours auprès du Conseil constitutionnel en ce qui concerne les résultats des législatives. Pour la présidentielle, en revanche, le parti a finalement désisté, l'idée du recours n'ayant pas fait l'unanimité au sein des partis signataires de l'accord politique de l'opposition. Au niveau des acteurs politiques, vous avez suivi à un moment donné une déclaration qui a été faite au niveau du CEPOP, où, de façon acceptée, on a bien dit qu'on allait déposer un recours. Malheureusement, par la suite, nous avons constaté qu'il n'y a pas d'unanimité. Et ça, c'était le 28. Concernant une éventuelle félicitation du candidat déclaré provisoirement vainqueur du scrutin présidentiel, le CDP pourra le faire lorsque le Conseil constitutionnel aura définitivement certifié les résultats. Aller féliciter n'est écrit nulle part. Ça, c'est le fair play politique. Sinon, ce n'est pas une obligation de se déplacer, aller féliciter son challenger qui est vainqueur. S'il est déclaré par le Conseil constitutionnel vainqueur des élections, nous irons sans problème le féliciter. Notre candidat ira le féliciter. Avec un score d'un peu plus de 15% des suffrages à la présidentielle et 20 députés aux législatives, le CDP juge ses résultats en deçà des attentes, mais compte tirer toutes les leçons de cette défaite pour mieux aborder les futures échéances électorales.
Mission accomplie pour le mouvement The Rock Label, lancé le 30 septembre dernier pour soutenir la candidature du champion du mouvement du peuple pour le progrès. L'organisation créée par Aruna Kaboré a mis fin à son existence 2 mois après. Une dissolution prononcée bien sûr après le sacre de leur candidat à la présidentielle, Justin Amontou. Il a le sentiment d'une mission bien accomplie. Le mouvement des Rock Label, lancé le 30 septembre dernier pour soutenir le candidat du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, à l'élection présidentielle. Roch Marc Christian Kaboré est élu. Alors, le mouvement stoppe ses activités. Le mouvement Rock Label, c'est la parole donnée. Nous avons dit dès le départ que nous l'avons créé pour accompagner le président. Une fois l'élection terminée, c'est terminé. Et bien, depuis le 23 novembre, le mouvement Rock Label a fini de jouer son rôle historique et chacun de nous retourne là où il est pour continuer donc à cimenter le développement de Burkina Faso. Chacun de nous ira capitaliser ce que nous avons appris ensemble pour que nous continuions donc à développer individuellement et collectivement des actions qui contribuent à la cohésion sociale et au développement. Des mobilisations au Burkina Faso, mais aussi dans la diaspora. Rock Label aura joué sa partition en dehors du MPP et des partis alliés. Au soir du 22 novembre, nous pensons humblement et modestement avoir contribué à notre manière à ce que le résultat soit positif pour notre candidat. Je dirais que durant ces 2 mois, c'est 15 000 relais locaux qui ont été mobilisés. C'est 400 événements majeurs et de proximité qui ont été organisés. C'est des activités au niveau de la diaspora physiquement à New York et à Abidjan et un webinaire qui a touché 22 pays où réside donc la diaspora. Alors concrètement, nous avons déployé sur le terrain plusieurs activités. Nous sommes rendus à Gawa, nous sommes rendus à Houndé, nous sommes rendus dans pas mal de localités pour essayer de porter le message du candidat, le message de la cohésion, le message du développement durable, développement partagé, en essayant d'expliquer quand même aux populations quels étaient, au-delà de ce programme-là, les enjeux réels des élections. Selon l'ex-coordonnateur du mouvement, c'est le président Roch Marc Christian Kaboré qui est désormais labellisé pour 2021-2025 par tous les Burkinabés. Le mouvement félicite la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour l'organisation réussie des élections. Mouvement The Rock Label, appel de certains artistes à soutenir Roch Marc Christian Kaboré, ralliement de certains adversaires à la majorité présidentielle. La stratégie du candidat Kaboré a été gagnante à cette campagne électorale. Près de 58% des voix et ce, malgré une adversité sans précédent. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance au profit du champion du mouvement du peuple pour le progrès? Élément de réponse avec Kwame Hervé Dapa. Son directeur national de campagne l'avait prédit et avec la manière. Ce qui nous a été donné de voir ce matin nous convainc de dire the game is over. Oui, le jeu est bien terminé, plié dès le premier tour. Il faut dire qu'il n'y a pas eu match tant les écarts dans les scores sont abyssaux. Près de 58% des voix, Roch Marc Christian Kaboré écrase littéralement ses adversaires. Il fait un score supérieur au double de celui de ses 2 principaux rivaux combinés. Une véritable gifle. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Juste avant le début de la campagne, Roch Marc Christian Kaboré perd son père. Il est obligé de reporter le début de sa campagne à lui, le temps de rendre honneur et hommage à son géniteur. Pas le temps de faire le deuil, il faut retrousser les manches et aller sur le terrain où ses adversaires ont déjà pris de l'avance. Les meetings et autres réunions politiques vont alors se succéder avec une cadence infernale. Face aux foules, le candidat du MPP va s'atteler à défendre son bilan, pourtant jugé catastrophique par ses détracteurs. Son message est simple. Regardez ce que nous avons fait en 5 ans, route, école. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous n'avons pas tout réussi. Donnez-nous encore un quinquennat pour mieux faire. Et le message fait mouche, du moins dans les yeux. Les tirs groupés de ses adversaires sur lui avec l'argumentaire de l'échec sécuritaire n'auront rien changé. Car même dans les régions en proie à l'insécurité criante, Roch Marc Christian Kaboré écrit, là encore,
score ses adversaires. La stratégie de la victoire, c'est aussi le corps à corps avec les électeurs menés dans les provinces et villages, orchestrés par des hommes liges. Le ministre de l'Éducation nationale Stanislas Ouaro dans le Moun, le président de l'Assemblée nationale Alassane Balassa Kandé dans le Kadiogo, celui des Affaires étrangères Alpha Barry dans le Kourouégo, Lassane Kabore de l'économie et des finances dans les Balais ou encore Éric Bougouma des infrastructures dans le Kanzourgou, tous élus ou réélus députés. Les législatives, là aussi, largement remportées par la majorité et ses alliés, la boucle est bouclée. Comme un avion cargo gros porteur, Roch Marc Christian Kabore, surnommé le Diesel, prend les commandes pour 5 ans. Comment va-t-il négocier les zones de turbulence? Avec quel équipage? Et comment sera l'atterrissage en 2025? Bien malin, celui qui lira dans la boule de cristal. La suite de notre série de reportages sur les enseignements à tirer après les élections couplées. Ce soir, nous donnons la parole au Dr Claude-Aimé Tassambedo, crédité de 0,23% des voix à la présidentielle. Le seul candidat indépendant de ce scrutin n'est pas déçu de son score. Il a juste réalisé l'ampleur de l'état de la corruption électorale au Burkina Faso. Devant la caméra de Archimède Boyer, il nous a livré ses impressions après cette première expérience dans la politique. Avec 6 449 voix, représentant 0,23% des suffrages exprimés, il occupe la 13e place parmi les 13 candidats engagés dans la course à la présidentielle de novembre dernier. Dr Claude-Aimé Tassambedo n'est aucunement déçu de son score. Bien au contraire, il l'assume. On vient évidemment pour être le premier, pour être élu. Mais le terrain dicte ses comportements et conduit aux résultats que vous constatez et que vous êtes obligé, j'allais dire, d'en prendre acte. Au contact du terrain politique, l'homme tire de cette première expérience les leçons suivantes. Premièrement, la corruption électorale. Les personnes ont été tellement habituées à faire une relation directe entre la politique et l'argent sale, au point que tout ce que tu veux faire directement doit être lié à une compensation financière. Et les anecdotes pour illustrer ces propos ne manquent pas. Oui, ben docteur, c'est bien. Ah, bon, voilà, vous me donnez le papier. Ah, il y a quelqu'un qui est passé hier qui m'a donné 10 000 francs. On fait comment? Vous aussi, il faut voir. On fait comment? Je dis, mais attends, on fait comment? Ben, est-ce que vous coûtez 10 000? Ah, c'est pas ça. Mais vous, quand vous passez comme ça, un peu, vous partez. Mais on ne vous voit plus. C'est pas mieux de prendre tout de suite maintenant là, la chose, et puis, bon, c'est fini. Deuxièmement, les électeurs choisissent un individu et non un programme de société. Je l'ai constaté parce qu'on ne vote pas toujours le programme ou le message, on vote l'homme qu'on connaît. Il fallait qu'on te connaisse et les Burkinabés veulent connaître l'homme et voter. Enfin, les nouvelles idées prônées rencontrent des résistances. Ensuite, le message que je transmets est un message qui demande trop de sacrifices pour y adhérer immédiatement. Donc ce sacrifice-là, on n'est pas prêt à y adhérer. Donc on dit bravo à vous, mais nous on reste avec nos petites affaires qui nous intéressent beaucoup plus. Si le docteur Claude-Aimé accepte les résultats provisoires proclamés par la CENI, il ne voit pas pour l'heure la nécessité d'aller féliciter le vainqueur. Mais il n'est pas encore le vainqueur. C'est le vainqueur provisoire. Mais pourquoi cette ruée vers le vainqueur provisoire? Moi, j'attends le vainqueur pour adresser mes félicitations. Et figurez-vous que des gens même qui ont contesté immédiatement courent après pour aller féliciter. Moi, vous voyez, c'est cette politique-là que moi, je n'aime pas. Il faut faire les choses sérieusement. Il faut être sérieux. Il faut respecter les électeurs et les électrices. Celui qui est classé 13e à la présidentielle dit avoir beaucoup appris de ses contacts avec les populations au cours de cette campagne électorale. Et si cela était à refaire, je n'hésiterai pas, indique ce gestionnaire des ressources humaines.
Pour l'heure, Claude Aimé Tassambedo veut se consacrer à son association qui œuvre dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de l'environnement et de la santé. Le processus électoral dans la loupe de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Son secrétaire général salue la maturité du peuple burkinabé. Jacques Cabral, à la tête d'une mission au Burkina Faso, a été surtout séduit par le calme qui a prévalu pendant le processus électoral. Stéphanie Hien. En sa qualité d'observateur, le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie apprécie positivement le processus électoral au Burkina Faso. La mission note avec satisfaction le professionnalisme des acteurs. Au-delà des difficultés, ils peuvent être fiers de ce résultat. Et l'APF en est fière. Et nous allons le dire. Dès que nous allons rentrer à Paris, on fera un communiqué. D'habitude, on fait des communiqués pour dire ce qui ne va pas. Ben là, on peut faire un communiqué pour dire ce qui va bien. Il y a des endroits où on ne veut plus l'élection. Vous faites des élections dans le pire contexte et des élections qui vont jusqu'au bout, qui sont des élections sereines. Vous imaginez l'image que vous avez donnée au monde. Des médias importants le soulignent. C'est cette image qu'il faut fructifier, qu'il faut porter. L'unité dans la diversité a favorisé le succès de ces élections couplées, selon Jacques Cabral, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il incite par ailleurs les décideurs élus à mettre en avant la démocratie, socle de toute gestion. Si on ne fait pas fonctionner la démocratie, si on n'améliore pas les droits humains, on ne peut pas avoir de développement inclusif. C'est tout ça qui est devant nous. Et nous avons confiance. Quand j'ai rencontré le président Kaboré, nous avons parlé de tout ça. Il sait bien que le chemin sera difficile, mais il ne peut pas y avoir de chemin si le socle démocratique et des droits n'était pas respecté. Oui, je fais confiance aux élus et aux instances pour prendre en compte les anicroches, les problèmes qui se sont posés pour que la prochaine fois, eh bien, ça puisse être encore meilleur. Mais ce qu'il faut garder avant tout, c'est l'unité nationale et l'unité du peuple. La mission de la francophonie renouvelle son engagement à accompagner le Burkina Faso dans la volonté de développement, de vivre ensemble et de paix. La francophonie qui se tient également aux côtés du Burkina Faso et des pays membres du G5 Sahel dans leur lutte commune pour en finir avec le terrorisme. Les membres de cette force conjointe étaient justement en visioconférence ce lundi, comme vous le voyez sur ces images où le président du Faso a participé. Les chefs d'État, sur initiative de l'Union européenne, ont fait le point sur l'état des engagements pris en avril 2020 lors de leur dernier sommet. Plus de précisions avec le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Bari, que je vous propose d'entendre. Il y avait 3 points à l'ordre du jour. Premier point, le contexte de la Covid-19 et comment est-ce que l'Union européenne pouvait les aider. Il y avait eu des engagements des Européens à ce niveau pour appuyer nos États. Et deuxième point, c'était sur le plan sécuritaire et alimentaire. Et comme vous savez, en raison donc de la situation que traversent les pays du G5 Sahel, les chefs d'État, à l'occasion donc de la visioconférence d'avril dernier, avait insisté sur le fait qu'il ne fallait pas oublier que le Sahel vit donc une situation sécuritaire difficile. Et à ce niveau, l'Union européenne s'était engagée à nouveau à être aux côtés des États du Sahel avec un engagement financier qui a été annoncé, qui était de l'ordre de près de 200 millions d'euros. Le troisième point entre les deux parties concernait la dette des pays du G5 Sahel au regard donc
du contexte de la Covid-19. Comme toute l'Afrique, donc les pays du G5 Sahel ont demandé que l'Union européenne puisse appuyer pour une annulation de la dette. Et par rapport à ces trois engagements ou ces 3 points essentiels, aujourd'hui, il était question de faire le point pour voir quelles ont été les évolutions. Et à ce niveau, on peut noter que des décaissements ont été faits tant au niveau du contexte de la Covid-19 où l'Union européenne a anticipé sur des décaissements en faveur de notre pays qui sont montés dans l'ordre de 113 millions d'euros. Et également sur le plan sécuritaire, nous avons noté une montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel qui est fortement appuyée par l'Union européenne, comme vous le savez, et l'Union européenne qui totalise à ce jour 254 millions d'euros de décaissement en faveur donc de la force conjointe du G5 Sahel. Et puis pour ce qui est de la dette, le président du Conseil européen, Charles Michel, a fait le point de ces démarches auprès des autres partenaires, notamment FMI et les bilatéraux. Il y a eu des décisions qui ont été prises pour l'allègement de la dette, mais pas l'annulation en tant que telle. Donc la réflexion continue pour voir quels peuvent être les mécanismes qu'on peut proposer, de sorte qu'une annulation s'accompagne donc d'un développement de ces pays-là, c'est-à-dire une reconversion de la dette en faveur donc du développement de nos pays. 7 autres structures de soutien pour le retour de la paix au Sahel. Il s'agit de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, une organisation dont le haut représentant a démissionné, condamné par la justice burundaise. Pierre Buyoya rend le tablier pour se consacrer à sa défense dans le dossier où la justice l'accuse avec 18 autres proches d'avoir assassiné son successeur en 1993. Un crime qui avait plongé le Burundi dans une guerre civile qui a fait plus de 300 000 morts en 10 ans. Je vous propose maintenant d'entendre Pierre Buyoya pour plus de précisions sur sa décision de rendre le tablier. Je voudrais d'abord redire solennellement que je suis innocent des crimes dont on m'a accusé lors de cette parodie de justice. Ce fut un procès politique qui a enfreint les droits élémentaires de la défense tels que prescrits par les lois burundaises et internationales. L'assassinat du président Dadaye et de ses collaborateurs survenu le 21 octobre 1993 a été un drame pour leur famille et tout le peuple burundais. Au moment de ces crimes, je n'étais plus au pouvoir. J'avais le statut d'ancien président. Et l'histoire retiendra que j'avais cédé pacifiquement le pouvoir au président élu en juillet 1993 et qu'il me soit donné l'occasion de rappeler que j'avais accepté de céder au pouvoir sans aucune contrainte. Décision qui était rare en Afrique à cette époque. Et de mon propre gré, j'ai décidé de remettre ma démission au président de la Commission de l'Union africaine en tant que haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Au moment de quitter mes fonctions, alors que mon honneur est terni par une condamnation injuste, je voudrais réitérer mon engagement à continuer à user de tous les moyens possibles pour faire triompher la vérité. J'ai indiqué la fois passée que je ferai appel de ma condamnation auprès des juridictions nationales et internationales.
2 drames en 48 heures au Burkina Faso. La semaine dernière a été éprouvante pour les Burkinabés. D'abord, c'est un car de transport en commun sur la route nationale numéro 1 qui prend feu. Bilan 6 morts, 14 blessés. Ensuite, un autre accident à Bogré, localité située entre Sapaga et Zorgo. Bilan 2 morts et des blessés. Quelques jours après, comment se portent les blessés? Une équipe gouvernementale était à leur chevet ce dimanche. Benjamin Kwame. Les ministres de la Santé, de la Sécurité et du Transport au centre hospitalier universitaire Yalgado. La délégation du gouvernement vient au chevet des blessés survenus lors des accidents à la sortie ouest de Ouagadougou et à Bogré, près de Zorgo. Pour les blessés du car en commun, 3 sont ici, au service de traumatologie, 2 autres aux urgences et 1 en hospitalisation. C'est un réconfort, un soutien que la délégation de Claudine Lougué apporte à tous ces blessés. Nous avons pu rendre visite à des patients aux urgences traumatologiques parce qu'ils ont eu des traumatismes ostéo-articulaires. Nous sommes venus aux urgences viscérales rendre visite à des malades qui ont eu des lésions viscérales, notamment des brûlures cutanées à un certain degré. Donc vraiment, nous sommes venus mandatés par le chef du gouvernement pour souhaiter prompt rétablissement aux patients, encourager les équipes soignantes ainsi que la direction générale du CHU pour la promptitude avec laquelle cette prise en charge a pu avoir lieu. Le CHU Yalgado, après le drame, avait reçu 9 patients. À ce jour, 6 sont encore présents pour nécessiter de soins intensifs. Tous ces 6 en chirurgie viscérale. Alors, il faut dire qu'au premier moment, les patients qui sont arrivés, dès qu'il y a eu l'accident, et après les soins qui ont été prodigués au niveau périphérique, en tout cas pour les patients où c'était très nécessaire, ils sont venus aussi directement ici. Ils ont reçu tous les soins qu'il fallait. Et par la promptitude vraiment des équipes de l'hôpital Yalgado, nous avons mis tous les moyens humains, financiers, matériels, logistiques, médicaments qu'il fallait, en tout cas pour pouvoir secourir les patients. Donc, ils ont été secourus. L'hôpital a enregistré également des décès. Et il faut déplorer qu'il y a 2 patients qui sont décédés. Il y a un enfant qui est arrivé déjà décédé et il y a un adulte qui a perdu la vie du moins 3 heures après son arrivée parce que les lésions étaient suffisamment graves. Voilà. Les brûlures étaient suffisamment graves. Un patient déjà qui a été amputé dès le premier jour parce qu'il fallait sauver la jambe. Les 2 blessés graves de l'accident de Zorgo sont aussi pris en charge dans cet établissement sanitaire. Après la visite aux malades, Claudine Lougué invite les populations au respect du code de la route. Quand un dimanche, tu t'arrêtes au feu et que quelqu'un vient te dire il faut partir, il n'y a pas la police. Vous voyez, nous sommes en fin d'année. En fin d'année, il y a beaucoup d'accidents de la voie publique. Nous demandons à tout un chacun de respecter le code de la route. On vous le rappelle, dans l'explosion du bus, 6 personnes sont décédées et 14 blessés. Dans l'accident de Bogré, une localité située entre Sapaga et Zorgo, on déplore également 2 pertes en vie humaine. Nous sommes lundi et c'est l'heure des échos de l'écho. Fraude, évasion fiscale sont des pratiques connues dans le monde des affaires et qui ruinent l'économie. Mais à ces phénomènes, il faudra ajouter désormais la fausse facturation. Elle gangrène l'économie autant que les autres pratiques frauduleuses. Entre 2008 et 2017, par exemple, le Burkina Faso a perdu plus de 2800 milliards de francs CFA, selon un rapport de Global Financial Integrity. Quels sont les secteurs impliqués et quelles sont les solutions à envisager? La réponse dans la chronique économie de ce lundi, et c'est signé Rémi Lambert-Nibi. La fausse facturation, une pratique courante dans le milieu des affaires au Burkina Faso, mais à quel degré? Cela a toujours été estimé approximativement avant que la sonnette d'alarme ne soit tirée par l'ONG américaine Global Financial Integrity dans son rapport de mars 2020. Selon les analyses menées sur la période 2008 à 2017 et fondées sur les écarts des déclarations d'échanges commerciaux entre le Burkina Faso et plusieurs autres pays,
Le Burkina aurait perdu plus de 288 milliards de francs CFA chaque année, dû à un système de fausse facturation mis en place. Une entreprise au Burkina peut, par exemple, dire je suis allé pour acheter telle marchandise à 1 milliard de francs CFA. Donc c'est 1 milliard de francs CFA qui vont sortir suivant cette facturation-là. Pourtant, la marchandise, de l'autre côté, à Dubaï, en Chine, la vraie valeur de la marchandise, c'est 500 millions. Donc ça veut dire que c'est une manière de faire sortir 500 millions gratuites, facilement du Burkina. On est à la barre de tout le système de contrôle. Donc, il peut y avoir la surfacturation et la sous-facturation, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. Au regard de l'ampleur des chiffres, il est évident qu'un véritable réseau de faussaires au niveau interne qu'externe et sur toute la chaîne s'est tissé. Et le phénomène ne constitue pas seulement un manque à gagner pour le budget de l'État. Il pèse lourdement sur l'économie burkinabé dans sa globalité. Les fausses facturations de la Côte d'Ivoire ont été évaluées à 2555 millions de dollars. Mais pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que c'est 18% de l'ensemble des facturations ivoiriennes par an. Donc au Burkina, ça fait 22%, même si le montant est faible. Mais en Côte d'Ivoire, ça fait 18% et le montant est plus élevé. Ça veut dire que la forte facturation fait plus de mal à l'économie burkinabé en termes de proportion. Et quand vous regardez en termes d'ampleur, 288 milliards, ça dépasse le budget du ministère de la Santé. C'est autour de 240 milliards. 288 milliards, ça dépasse de loin le budget du ministère de la Défense. Je prends ces deux-là parce qu'aujourd'hui, on a la Covid-19 et on a le terrorisme. Le secteur cité par l'ONG Global Financial Integrity comme le plus impliqué dans la fausse facturation au Burkina Faso est celui des mines, à travers l'achat des machines et des produits minéraux utilisés dans l'extraction des substances minières. Mais n'empêche que certains opérateurs économiques burkinabés soient également impliqués dans cette pratique frauduleuse. Plusieurs de nos opérateurs économiques ont des importations en milliards, mais sont classées au niveau des moyennes entreprises ou même dans les microfinances ou ce qu'on peut appeler secteur informel. Donc il faut que le système de contrôle, de suivi et aussi pour traquer cette fausse facturation-là, au niveau de l'administration fiscale aussi, on se met au top. Surtout une interconnexion des systèmes de la douane et des impôts. Il est vrai que le projet en cours, Sidonia, Sylvie, la douane, doit être connecté à Syntax pour les impôts. Il faut qu'on sache que quelqu'un quand même qui importe une marchandise d'1 milliard, la douane peut envoyer l'information aux impôts. Il faut qu'au niveau des impôts, on vérifie. L'addition du Burkina Faso à la plateforme Kiev Trade qui permet de vérifier les prix des transactions avec 43 pays fortement impliqués dans le commerce international pourrait contribuer à minimiser ce phénomène de fausse facturation. Avant de nous quitter, retour ce soir sur la nuit du Ashura, cette fête musulmane célébrée 10 jours après le jour de l'an des adeptes de la religion islamique. Au Burkina Faso, à Ouagadougou, la fête a été l'occasion pour le guide spirituel Cheikh Abdoul Aguib Souré d'organiser un prêche, une rencontre où les fidèles ont prié pour les forces de défense et de sécurité. Majid Bakouan. Ils étaient des milliers de fidèles musulmans venus des 4 coins du Burkina Faso, d'Afrique et d'Europe à prendre d'assaut la place de la nation de Ouagadougou dans la nuit de ce 27 novembre 2020. Ils sont venus écouter le prêche de leur guide religieux Cheikh Aziz Aguib Souré à l'occasion du Ashura qui marque le début d'une nouvelle année musulmane. Cette nuit appelée Ashura a plusieurs avantages. Dieu a fait le monde selon cette nuit. Dieu, s'il veut faire quelque chose cette année pour ses adorateurs, donner de l'argent, accorder le repos éternel aux fiancés, tout ce que l'homme peut avoir comme bien ou mauvais, c'est dans cette nuit que ça se décide. Que cette année soit une année de paix pour le peuple, qu'il y ait de bénédictions. Dans son prêche où le Coran est la référence, Cheikh Aziz Aguib Souré s'est farouchement opposé au terrorisme. Dans son message,
Le guide spirituel a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité, principales victimes de ce phénomène. Nous profitons de cette occasion pour féliciter nos vaillants soldats et prier pour eux. Tout homme doit défendre sa patrie. Une tierce personne ne peut venir le faire. C'est nous, le peuple, qui devons défendre notre patrie. Dieu nous a donné la force. Il faut que nous accompagnions nos FDS avec des prières. Que chacun de nous contribue comme il peut. Le chef, dans son adresse, a exhorté les populations à une franche collaboration avec les autorités sécuritaires afin que tout individu suspect soit dénoncé le plus tôt possible. Sur place, le guide spirituel a offert 5 millions de francs CFA aux forces de défense et de sécurité. Dans les jours à venir, l'héritier du livre saint mettra le cap sur la commune de Nouna, sa terre natale, pour livrer le message de Dieu aux populations de cette localité du pays. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous faites confiance depuis Lankoué, c'est dans le Sourou. À demain pour d'autres actualités.